Bonjour à tous. Alors je vais parler en français, même si j'habite à Londres, je vais respecter la langue du séminaire, on va dire. Donc je représente Webhelp, qui effectivement est une société française, européenne aujourd'hui, qui accompagne à peu près 500 clients en Europe dans l'amélioration de leurs expériences clients. Avant de parler de ça et de parler du thème d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de vous, plutôt. À travers ce qu'on a vu cette semaine, des 3 derniers jours, en fait, on a fait un petit travail d'analyse des fonctions représentées cette semaine. Donc, elles tournent autour du marketing, du digital, de l'innovation, de la data, de la stratégie. Et puis, les thèmes qui ont été abordés cette semaine, on retrouve plus ou moins les mêmes termes, digital, CRM, data. Et puis, on voit apparaître le nom client de plus en plus, le terme expérience client de plus en plus souvent, le terme parcours, ce qui est plutôt rassurant. Alors, si on fait le lien avec les tendances d'aujourd'hui, de justement parler d'organisation tout à l'heure, dans la première intervention, on ne reflète pas encore complètement les tendances d'aujourd'hui dans les organisations. J'ai eu pas mal d'échanges avec vous et on voit les fonctions représentées qui prouvent effectivement cette forme de complexité. On a en fait, c'est très simple, hein, j'ai fait ce slide ce week-end avec PowerPoint, on a un lien entre la marque et le consommateur vertical qui a tendance à s'écraser. Un rapprochement du consommateur vers la marque et la volonté des marques d'aller plus près des consommateurs. Et à l'opposé, je dirais en horizontal, on a à la fois un éclatement des touch points, donc des points de canaux, des canaux de contact, des canaux d'interaction. Et puis c'est un peu le miroir de ça dans les entreprises, un éclatement des fonctions. Alors c'est pas un miroir parfait, mais de plus en plus souvent quand même cette logique de silo, vous la vivez tous. Donc on est un peu dans une schizophrénie entre ce que le client et la marque souhaitent faire, c'est-à-dire une vision client unique, une promesse de marque unique, et puis une difficulté des organisations à aller dans cette customer centricity et dans la capacité à délivrer pour le client des choses simples. Je crois qu'on a parlé de simplification tout à l'heure, c'est exactement le sujet. Alors, pour autant, vous avez des leaders d'opinion qui s'expriment régulièrement sur ce sujet. Je dirais le premier et le dernier en date, il n'est pas dans la salle, mais c'est Jeff Bezos, il y a une dizaine de jours, qui parle de customer obsession dans sa lettre aux actionnaires, et il y a à peu près 20% du contenu de cette lettre aux actionnaires qui parle du client, avec la phrase qui est derrière moi, vraiment cette notion de customer obsession, du focus, et qu'il estime être en fait le point de facteur différenciant d'Amazon depuis ce qu'il appelle le Day One, et la capacité de l'organisation Amazon à s'adapter en permanence à ce client. Et puis derrière, bon, sans rentrer dans le détail, vous lirez ce texte, il y a vraiment cette volonté en permanence d'aller innover, de se mettre en risque dans cette démarche, d'aller chercher ce fameux, ce que nous on appelle le wow effect, le delight. Et j'ai listé quelques entreprises en bas dont on sait qu'elles sont fortes dans ce domaine de l'expérience client. Alors, elles ne sont pas toutes américaines, ce n'est pas toutes des pure players. Vous avez des sociétés comme Blablacar qui s'expriment très fortement sur ces sujets. Vous avez des sociétés comme FedEx qui sont des boîtes qui ont plus de 100 ans d'existence et qui ont quand même cette culture de l'expérience client dans leur ADN et qui l'expriment très fortement. Ou des sociétés comme Nespresso ou Apple d'ailleurs, qui ne sont pas uniquement des pure players avec toute une organisation au niveau du retail. Alors, avant justement de parler du futur, je voudrais aussi parler du présent. Donc, j'habite à Londres depuis quelques mois maintenant. Je voulais vous faire part de 3 expériences personnelles où j'ai considéré que l'expérience client que j'avais vécue était assez waouh. 2 qui se trouvent être dans le transport public, qui n'est pas toujours vu comme quelque chose d'assez waouh n'importe où en Europe. Une qui est plus traditionnelle, ou en tout cas plus proche de vos métiers, autour de la livraison d'un supermarché online qui s'appelle Ocado. Quand je suis arrivé en Angleterre, on m'a dit, premier jour, va sur Ocado, tu vas voir, c'est fantastique. Donc je vous dis, si un jour vous venez vous installer à Londres, allez sur Ocado, c'est juste fantastique. Première expérience autour du présent, c'est une appli qui s'appelle Ringo. Donc je pense que si vous n'habitez pas à Londres, vous ne connaissez pas Ringo. Ringo, c'est parti d'un projet d'externalisation par la mairie de Londres de toute gestion des parkings et de stationnement, donc qui englobe évidemment la partie expérience client jusqu'au traitement des amendes, ce qui est beaucoup moins sexy. Pour autant, ce qui est vraiment sexy avec Ringo, que j'ai installé le premier jour, c'est que l'application mobile, qui est une mobile only, est tellement fluide et tellement sympa que je suis content de payer mon parking. Ce qui est quand même un résultat assez extraordinaire. Pourquoi c'est simple et sympa? C'est que d'abord tout est géolocalisé, ce qui fait que n'importe où dans Londres, j'appuie sur cette application mobile et on va me donner un accès au parking disponible. Puisqu'ils gèrent les parkings jusqu'au bout, ils sont capables de vous donner en fait en géolocalisation là où vous avez des places possibles. Donc vous voyez le petit bouton, vous ne le voyez pas bien parce qu'il faudrait peut-être baisser un peu la lumière. Les petits Ringo verts, c'est là où il y a de la place, et les petits Ringo gris, c'est là où c'est pas sûr. Donc là, c'est vraiment la data au service du client. Et les petits Ringo rouges, c'est qu'il n'y a pas de place de parking. Deuxième élément, j'arrive sur place, tout est préenregistré dans mon appli. J'ai juste à appuyer sur un bouton, choisir ma durée de stationnement, payer mes 2,70 £, samedi dernier en emmenant mon fils au match de rugby.
et tout est réalisé comme tel, j'ai rien d'autre à faire. Évidemment, derrière, au bout de 70 minutes, je vais recevoir une alerte qui va me dire est-ce que vous voulez étendre votre session de parking? Et donc je vais être content, plutôt que d'avoir une amende, de juste avoir appuyé sur un bouton pour rajouter 60 minutes. Résultat des courses, je reçois dans la minute également, si jamais c'est un déplacement professionnel, la facture. Et en quelques clics, j'ai été content de payer un parking, j'ai pas eu d'amende. La contrepartie de ça, c'est que si évidemment vous n'avez pas payé alors que vous avez laissé votre véhicule, vous avez quelqu'un qui suit en fait tout ça et qui va vous mettre une amende au bout de 5 minutes. Donc nous, bons Français à Londres, on ne peut pas tricher et on est obligé de payer nos amendes et surtout on est obligé de payer nos parkings. Voilà. Mais en même temps, je suis très content de le faire. Une deuxième expérience client que pour le coup vous connaissez probablement tous, puisque vous avez tous acheté ce petit ticket orange quand vous étiez étudiant ou visiteur à Londres, ça s'appelait la One Day Travel Card ou la 7 Days Travel Card. Et là, on parle plutôt du transport public à Londres et donc du métro. Et on a vu, je dirais, un peu comme en France ou dans d'autres pays européens, une migration forte du ticket One Day Travel Card que vous pouvez toujours acheter vers, je dirais, une carte prépayée qui s'appelle la Oyster Card, que je vous invite, si vous n'êtes pas encore complètement éligible au contactless, à acheter quand vous venez à Londres, parce qu'en fait, il y a eu vraiment une politique du transport qui a évolué pour aller rendre la vie des clients facile. Et donc le passage à l'Oyster Card a pris du temps pour s'équiper avec des bornes numériques que vous avez peut-être utilisées quand vous avez pris le métro. Mais très rapidement, ils ont migré vers quelque chose d'encore plus simple pour le client, qui est tout simplement votre carte de crédit contactless. Et aujourd'hui, en fait, ils sont en train de migrer 100% de leurs clients sur du contactless, votre carte bancaire dans votre poche. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que ça n'a rien de très innovant. C'est tout ce qui se passe derrière qui est intéressant, c'est la capacité des Anglais, et en particulier de l'administration comme ça, à, je dirais, accélérer et de faire en sorte qu'une innovation se déploie très rapidement. Deuxième élément de contexte aujourd'hui, ils ont changé complètement leur politique tarifaire pour faire en sorte que ce changement ait lieu. Dit autrement, aujourd'hui, avec ma carte de crédit contactless, si je fais 3 trajets dans le métro dans la journée, j'aurai le meilleur tarif qui est celui de la One Day Travel Card. Si je fais 6 déplacements dans la semaine, j'aurai le meilleur tarif qui est le 7 Days Travel Card. Donc ils ont vraiment fait en sorte que ce soit la politique tarifaire, la politique commerciale qui se mettent au service du client. Troisième élément qui est très anglo-saxon, c'est la communication associée. Et donc là aussi, si vous promenez dans le métro, vous avez des campagnes de pub phénoménales pour vous expliquer tout ça, pour vous inciter à changer, avec tout ce qui va être en fait la promesse de la marque et la capacité pour le consommateur de dire j'arrête l'Oyster Card, j'arrête le ticket, je passe à ma carte de crédit. Et demain à mon Apple iPhone, enfin à mon paiement mobile. Donc voilà, ça c'était un petit peu, je dirais, la partie éclairage. Puis troisième cas un peu plus, je dirais, traditionnel, c'est le fameux cas Ocado. Ocado, c'est un supermarché en ligne qui est uniquement pour le coup pure player. Je dirais des interfaces iPad, iPhone qui sont assez classiques pour la partie prise de commande, énormément de personnalisation, très fluide dans les fonctionnalités, mais pas très différent, très innovant. Donc le avant-commande, il est pas mal. Ce qui est très intéressant, c'est le après-commande, où là, vous avez accès à des fonctionnalités très, je dirais, utiles, qui sont de pouvoir rajouter dans mon panier quelques heures avant ma livraison, en tout cas le jour même, des produits additionnels. Et ça, on sait que pour faire ça, quand on est dans l'e-commerce, c'est extrêmement complexe parce qu'en général, la commande est passée dans les systèmes informatiques. Ben, eux, ils sont allés au bout de la réflexion en disant un des besoins clés de mon client, c'est que si le matin, il a oublié quelque chose et que je livre le soir même, je dois pouvoir être en mesure de rajouter ces produits. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un moment où le process est au service du client et ils ont mis en situation, en fait, les besoins forts du client. Et puis deuxième cas qu'on a tous vécu, c'est le produit endommagé à la livraison ou la volonté de retourner un produit. Et là, c'est exactement la même chose. Donc vous avez d'abord toute l'intégration de la logistique qui est faite avec eux et avec un livreur qui est brandé Ocado, avec un camion qui est brandé Ocado. Donc vous êtes vraiment dans l'univers de la marque. Et puis surtout, si vous avez un problème avec un produit, là c'est pareil, vous accédez par l'appli mobile, vous faites Request Refund, vous donnez le nom du produit, vous donnez la raison pour laquelle le produit est défectueux. Et ils vous remboursent dans la minute puisqu'ils vous font confiance. Je pense que c'est un élément déterminant aussi sur la notion de confiance dans la relation entre le consommateur et la marque. Et ils considèrent que vous n'êtes pas un voleur. Je pense qu'il y a de la data derrière qui va vérifier que vous n'êtes pas un voleur parce que vous ne demandez pas systématiquement. Mais il s'avère que j'ai eu 3 cas sur les 3 derniers mois que j'ai demandé 3 fois des remboursements et qu'on me rembourse sans me demander les produits. Et si d'aventure c'est un produit à retourner, la promesse, ça va être de dire la prochaine fois que vous faites une livraison chez nous, le chauffeur récupérera les produits que vous ne vouliez pas dès lors que ce ne sont pas des produits périssables. Voilà pour un éclairage un petit peu, un benchmark très concret de choses qui font appel à beaucoup probablement de problématiques que vous vivez en interne et la façon dont les adresser. Donc comment est-ce qu'en fait on met en place cette organisation customer-centric pour gagner cette bataille de l'expérience client? J'ai cherché aussi un petit peu de contenu le week-end dernier en préparant cette conférence et je cherchais des choses autour de l'observation, du design, de continuous improvement et je suis tombé en fait, je ne vais pas vous mentir, sur un petit cabinet de conseil américain qui s'appelle McKinsey
qui fait quelque chose de très bien sur le domaine, qui est le passage des touch points au Customer Journey. Donc la façon d'adresser en fait la problématique qui n'est plus un mode projet, je lance un chat, je vais travailler sur telle problématique client, mais l'approche Customer Journey dans son ensemble, avec toute une démarche que vous retrouvez à droite en fait, qui est une démarche intellectuelle avant d'être un process, qui est vraiment autour de ce que je présentais, c'est-à-dire cette notion d'aspiration, la capacité en fait à aller chercher au fond des choses ce que le client exprime et ce que la marque souhaite exprimer au client et qu'est-ce qu'on se met comme ambition. Et l'ambition, ça peut être d'être très low cost et d'avoir une démarche très fluide mais très simple, comme l'ambition, ça peut être de faire du net à portée avec une ambition très forte de la marque autour de cette expérience client. Le deuxième point, il est vraiment sur la notion d'observation. Je vous ai fait là des cas d'école. Il faut observer, se mettre vraiment dans la peau du consommateur, se poser ces questions. Enfin, je crois que Steve Jobs chez Apple avait un niveau d'exigence tel que quand un ingénieur venait lui montrer un nouveau produit, si l'ordinateur s'allumait au bout de 30 secondes, il disait non, 30 secondes c'est beaucoup trop long, tu dois faire 20. Parce que moi, je ne peux pas supporter plus que 20 secondes avant que mon MacBook s'allume. Et si ce n'est pas 20, c'est 10. Et donc c'est ce niveau d'exigence dans l'observation et dans la mise en situation qu'il faut garder et qu'il faut être capable de développer dans les organisations. Alors ça s'appuie bien sûr sur de la data, mais ça s'appuie beaucoup sur des observations qualitatives et l'observation des clients, des consommateurs, de la voix du client. Il y a toute cette dimension comportementale qui est absolument fondamentale et je reprenais cet exemple du métro à Londres, c'est qu'est-ce que je vais faire pour que mon comportement client s'adapte à ce que j'ai envie de lui pousser et qu'est-ce que je vais lui pousser comme message. On parle de nudge dans certains univers, pour qu'il ait envie de basculer dans ces nouveaux modèles d'expérience client. Et puis après, on va rentrer dans ce qui vous peut-être préoccupe plus souvent, c'est effectivement qu'est-ce que j'utilise en termes d'innovation, en termes d'outils, en termes d'approche digitale pour mieux servir ce client. Et puis le point fondamental, c'est les deux derniers points, c'est comment je vais engager en fait ce que nous on appelle la frontline, donc quelles sont les personnes qui sont au contact du client, au téléphone, par email, le livreur, si on s'agit d'une livraison à domicile, évidemment les vendeurs en magasin, autour de ce projet du Customer Journey. Et donc il y a tout un travail autour de la formation, de la mise en situation. Et très rapidement, je prenais le cas de FedEx, de leur montrer en fait qu'est-ce que c'est la valeur client, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux dans un cas exceptionnel et de valoriser ces cas d'exception. Je n'aurai pas le temps de vous donner quelques anecdotes sur FedEx, mais il y en a beaucoup qui se circulent sur la toile et c'est extrêmement intéressant la façon dont ils animent en fait leurs équipes. Et puis derrière, on parlait tout à l'heure de mesure. Je pense qu'il y a un point clé qui est effectivement la mesure. Comment je peux mesurer la performance? Alors, on parle beaucoup d'indicateurs dans des domaines de type NPS, Customer Effort Score. C'est assez difficile de mesurer une batterie d'indicateurs. Il y a aussi effectivement une capacité à aller chercher plus loin. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, avec certains clients d'ailleurs qui sont dans la salle, on va aller jusqu'à calculer un taux de réachat sur un site de e-commerce à l'issue d'un contact client. Donc on va vraiment mettre une batterie de mesure qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la façon de mesurer en fait l'impact du contact client en allant chercher des indicateurs business. Et puis la gouvernance, elle est clé, elle est la gouvernance interne à votre entreprise. C'est qu'est-ce que je fais dans mon entreprise pour fédérer en fait les différentes parties prenantes de la logistique, de l'informatique, du marketing, du web, pour garder cette expérience client. Donc il y a des fonctions de Customer Experience qui se créent. Souvent on estime que c'est le CEO qui doit avoir cette fonction-là. Et puis après, il y a une façon de travailler aussi. J'ai beaucoup entendu parler de mode projet, de mode agile. On voit souvent, nous, nos clients travailler en mode projet, mais sur un projet qui est un lancement d'un canal, un lancement d'un outil. Ce n'est pas vraiment la logique du mode projet. Le mode projet il doit être autour du Customer Journey. Comment est-ce qu'on travaille ensemble pour s'aligner dans une logique assez agile? Je regarde quand même le temps, parce que je ne suis pas comme François Fillon qui regardait ses SMS. Je regarde juste si je suis en avance ou en retard. Eh bien, j'ai 1 minute. Donc, nous, là-dessus, on travaille effectivement sur toute cette chaîne avec des acteurs qui nous ont rejoints récemment, comme Netino, qui supervise en fait tout ce qui se dit sur les clients sur la toile. Et puis, on travaille aussi avec BVA sur un portail de l'expérience client qui s'appelle la CX Machine, dont on a annoncé le lancement la semaine dernière. Deuxième axe, on a aussi intégré des compétences digitales avec l'acquisition de My Studio Factory qui en fait développe des applications mobiles et qui nous permet d'accélérer en étant très agile à travers typiquement le développement de chatbots. Et puis notre métier d'origine, c'est quand même de servir les clients. Et là, on parlait de gouvernance. On a de plus en plus aujourd'hui des cas clients avec, par exemple, Red by SFR ou ce petit avion Orange dont je n'ai pas le droit de citer le nom, mais qui est une marque européenne low cost, qui nous confie la totalité de leurs clients, de la phase d'acquisition jusqu'au traitement des clients eux-mêmes, avec une co-gouvernance, c'est-à-dire qu'on est en co-construction avec eux. Puis pour faire plaisir à Pierre, j'avais 3 questions, je pense, qui sont très importantes, mais je pense que chacune d'entre elles justifierait d'une conférence à l'EBG. Est-ce que l'IA et les chatbots vont supprimer toute interaction humaine ?
Est-ce que l'analytics va révolutionner les parcours clients? Et est-ce que le offline va disparaître? Donc, je pense que pour chacune des questions, on pourrait passer 40 minutes. Je vais vous répondre en quelques mots. Non, l'IA et les chatbots ne supprimeront pas les interactions humaines. Bien au contraire, elles vont les faciliter. Il est probable et certain que l'analytique sera une logique d'amélioration, permettra d'amélioration de parcours client si vous en faites un effort opérationnel et pas juste data. Et non, bien sûr, le offline ne disparaîtra pas. On voit de plus en plus de gens du online qui se préoccupent du offline aujourd'hui. Bien voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.